Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce plein mois marial. Aujourd'hui, je reçois Roby Kayenga, qui est porte-parole du parti Autre Vision du Congo, donc parti allié à l'UDPS, faisant donc membre du CACH, de la coalition CACH-FCC, c'est ça? Oui. Toute première question, comment vous vivez cette coalition, Roby Kayenga? Parce que j'ai essayé de discuter avec des gens, nous discutons, hein. On dit que cette coalition vous est fortement défavorable, parce que on se rend compte que vous avez plus de pesanteur dans cette coalition que dans l'opposition aujourd'hui. Est-ce que cette coalition vous est favorable? C'est kiff-kiff, vous avez les mêmes avantages et tout ça. Comment vous vivez cette coalition? Non, madame, il faut reconnaître que cette coalition d'abord s'impose à nous. C'était imposé à nous parce que ce n'est pas une coalition que nous avons voulu. Lorsqu'une coalition s'impose aux gens, il y a des choses qu'on doit régler et au début, et je crois qu'à la longue, ça pourra marcher. Parce qu'il faudra noter que le FCC a eu la majorité parlementaire que nous n'avons pas. Et pour les biens des Congolais, on a décidé d'évoluer ensemble. Et si nous devons évoluer ensemble, il y a des concessions que l'on doit faire mutuellement pour permettre à ce que le pays décolle. Mais ce qui est vrai, c'est comme un mariage. Au début, il y a toujours des problèmes, mais nous espérons qu'au fur et à mesure... Pourtant, le mariage au début, c'est la lune de miel. Hein? Non, le mariage au début, c'est la lune de miel, et après, il y a des problèmes, et on peut pas faire l'inverse. Non, quand on commence encore dans le mariage, quand on est nouvellement marié, c'est l'incompréhension. Parce que la période de fiançailles, généralement, est une période d'hypocrisie. Et quand on entre dans le mariage, on se rend compte que c'est le partenaire qu'on avait, il se réveille le matin, il a la tête gonflée, il a ceci, il a cela, et donc ça il ronfle la nuit. Il ronfle la nuit et ça dérange et tout ça. Donc on espère bien qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, ça va marcher. Et quels sont les principaux couacs depuis que vous êtes là? Ça fait plus ou moins 3 mois, et je sais que le chef de l'État va tenir un point de presse d'ici là par rapport à ces 100 jours. Pour vous, quels sont les principaux couacs que vous avez déjà non, la plus grande difficulté, oui. Ce sont les élections qui ont eu lieu. Les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs. Il lui fallu qu'en tant qu'alliés, qu'on nous cède aussi certaines provinces. Et ce qui n'a pas été, nos amis du FCC ont été un peu plus gourmands. C'est comme ça que nous, au niveau des alliés, nous avons demandé qu'on donne aussi la primature. Parce que nous avons été avec l'UDPS dès le début. Nous avons cru au combat du président Félix Tshisekedi dès le départ, avant même que le CACH ne puisse exister. Nous avons dit, comme le FCC a tout raflé, et qu'on donne aussi aux alliés de l'UDPS, ne serait-ce que la primature. Je pense que c'est le premier couac que nous avons considéré dans cette alliance. Nous prenons le tout premier condensé, mesdames et messieurs. Nous allons commencer encore par cette note triste. Vous le savez, il y a eu naufrage encore dans le lac Kivu cette semaine, malgré le chef de l'État, la présence du chef de l'État. Le chef de l'État est allé dernièrement là-bas. Il a quand même offert quelques gilets pour empêcher quand même que cette histoire se répète. Mais nous ne comprenons pas comment il y a tout le temps des naufrages dans le lac Kivu. Et nous allons parler encore de l'attaque à Butembo, l'Est de la République. Ça perdure. Beaucoup de gens m'ont dit de poser cette question à Roby Kayenga. On pensait qu'avec le changement de régime, la situation allait un peu changer, mais bon, on a l'impression que ce n'est que la même chose. Alors, plus de détails, s'il vous plaît. La tension était tendue ce matin à Butembo, au nord Kivu, suite d'une attaque des présumés miliciens Maïmaï. C'est vers 4 heures du matin que ces miliciens ont pris d'assaut le boulevard jusqu'au rond-point VGH, situé au centre-ville de Butembo. À en croire le major Mac Azukai, le bilan fait état de 9 morts, dont 8 assaillants et une arme de type AK récupérée. Le porte-parole de l'opération Sokola 1 a aussi confirmé la mort d'un élément de la police au cours de ces combats. Une occasion pour le major de rassurer que l'armée se mettra au travail afin d'éradiquer l'insécurité à Butembo et ses environs. Avec le concours de toute la population. Le major a en outre qualifié ce drame d'un crime contre l'humanité, les attaques qui visent les autorités, les militaires et la population civile, les équipes de riposte contre Ebola. Les auteurs de ces attaques répondront de leurs actes tôt ou tard, a conclu le porte-parole de l'opération Sokola 1, signalant par ailleurs que la situation est revenue au calme. La pirogue transportait plusieurs dizaines de personnes et un important chargement de marchandises. Selon les acteurs de la société civile,
Elle provenait du sous-village Katale dans le sud Kivu et s'est rendue à Kituku dans le nord Kivu. James Moussanganya, rapporteur de la société civile des Bouzi, pense que les fortes vagues et les mauvais chargements sont à la base de cet accident. Mais les ports de gilets de sauvetage pourraient servir à sauver des vies au moment du naufrage. La question qui se pose est celle de savoir si ces passagers étaient munis des gilets de sauvetage, alors que le nombre même des personnes qui ont embarqué dans cette pirogue n'est pas connu. Lors de son passage dans les territoires des Calais, pour réconforter les familles des victimes du naufrage précédent, Félix Tshisekedi avait remis 1000 gilets de sauvetage au gouverneur Aditerim du site Kivu dans le cadre de renforcement de mesures de sécurité pendant la navigation. Les chefs de l'État avaient exigé dès lors que tous les bateaux et autres embarcations naviguant sur les lacs Kivu soient équipés des bouées de sauvetage. Il avait également annoncé la construction à long terme de 4 ports modernes dans les Calais pour accueillir des bateaux modernes et non dangereux. Le modérateur du cadre territorial de la société civile des Calais parle de 2 corps sans vie repêchés et de 35 rescapés. Delphin Birimbi précise que le recherche se poursuit pour retrouver les autres personnes. Je peux vous appeler Roby? Oui, merci. Roby. Je suis avocat aussi. Maître Roby. Roby, alors, on ne comprend pas les attaques à l'est de la République. Un internaute m'a dit, posez un peu la question, ils sont là, ils sont au pouvoir. Beaucoup de gens ont mis l'espoir, permettez la tautologie, en espérant qu'avec le changement de régime, ça va se tasser. Mais pourquoi c'est autant récurrent? Madame, la situation de l'Est est très complexe, que le peuple congolais ne peut pas s'en rendre compte. Mais le plus important dans ce pays, ce qui a manqué, c'est la volonté. Tout le monde a vu le rôle qu'a joué les chefs de l'État dès sa prise de fonction. C'était de voir les pays environnants, nos voisins, qui ont aussi joué un grand rôle dans ce qui se passe à l'Est du pays. Il les a vus. Dernièrement, vous avez vu même que même le chef d'état-major rwandais est arrivé au Congo. Je crois qu'il y a des choses qui doivent se faire, mais à long terme. C'est comme une maladie. Lorsqu'une maladie entre dans le corps, elle entre rapidement. Pour sortir, il faut un traitement approprié. Et je crois que le traitement est en train de se faire à un moment donné et ça va s'estomper. Parce que ce qui donne la force à la milice, ce sont les arrière-gardes. Lorsqu'ils n'auront plus la possibilité de recevoir des munitions et la force pour continuer leur opération, je crois qu'on va affaiblir leurs forces et nos forces loyalistes peuvent facilement les éradiquer. C'est vrai que je rêvais un peu en arrière puisque le passé nous aide à avoir des pistes. Quand le chef de l'État est allé au Rwanda, il s'était incliné devant le mausolée dédié à ce génocide rwandais. Et ça avait choqué une grande frange de la population, nous n'allons pas le nier. Et chez nous, les morts continuent. Est-ce que vous êtes maître et je connais le poids de mots? Est-ce qu'il y a génocide en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on doit aussi avoir dans ce pays un mausolée ou un endroit, quand nos visiteurs arrivent, qu'ils aillent s'incliner? Parce qu'il y a trop de morts. Est-ce que les morts congolais ne comptent pas? Non, madame, le mot congolais compte. On ne peut pas s'en délire, on ne peut pas avoir foi aux yeux pour le dire. Le génocide a existé aussi dans notre pays. Mais le problème, c'est d'établir les responsabilités. C'est ce qui est plus difficile dans notre pays. Parce qu'au moment où nous avons connu ces génocides, c'est au moment où l'AFDEL est entré. Et après la guerre de 1998, ce qui a amené là où nous sommes aujourd'hui. Donc les responsabilités sont difficiles à établir. Mais je crois qu'il y a quand même un mausolée qui a été construit à l'Est pour certains morts qui étaient morts là-bas. Et je crois que là où il y a eu, là où on a massacré beaucoup Le nom m'échappe, mais j'ai vu quelque chose, mais c'est... Voilà. Il y en a, mais il faut que ça s'efface, il faut que cela soit fait, il faut que cela soit reconnu. Vous savez, le Rwanda aujourd'hui use de ces génocides. Et en abuse aussi, à deux fois, mais au moins dans le Conseil des Nations, ça lui donne une place parce qu'il essaie d'exploiter cette faiblesse-là. Vous savez que dans les génocides rwandais, il y a eu la France qui était impliquée et à chaque fois que la France veut brandir son bras, le Rwanda lui rappelle et que tu as été à la base de ça et il en tire aussi certains avantages. Il appartient maintenant à la République démocratique du Congo de faire un effort, de vendre aussi ces génocides, de dire au monde, écoutez, nous sommes victimes, plus comme le Rwanda, parce qu'aujourd'hui les estimations vont à 7 millions. Alors 7 millions, c'est quand même beaucoup de Congolais qui sont morts. Je crois que cette situation de l'Est... Mais comment ça ne passe pas, Roby? Comment chez nous, les gens ne savent pas, quand nous suivons sur les réseaux sociaux, d'autres peuples ne savent même pas qu'il y a des gens qui meurent en République démocratique? Oui, c'est ça en fait le rôle de nos médias aussi. Il faut aussi reconnaître que nos médias ne jouent pas ce rôle. En France et partout ailleurs, quand 2 personnes meurent, Charlie Hebdo, c'est toute la nation qui est mobilisée. Nous, c'est de voir qui est responsable. Comme vous le dites, nous sommes au pouvoir, ça fait 3 mois.
Mais le peuple congolais dit, mais ils sont là, pourquoi ils ne font rien? Alors que nous avons suivi avec vous ici, le responsable de l'armée vous dit, avec la collaboration du peuple, de la population. Donc nous avons la personne un rôle à jouer, qui n'arrive pas à jouer pour permettre aussi à l'armée de faire son travail. Ils habitent avec ces gens, ils mangent avec ces gens, ils ont même des enfants avec ces gens, mais ils ne les dénoncent pas. Il y a un problème qui doit être joué. Je crois que le problème est très complexe, madame, qu'il faut vraiment l'étudier à fond et pour arriver à trouver des solutions. Le lac Kivu, énième naufrage dans le lac Kivu. Le chef de l'État y est allé, il a donné des gilets, mais bon, ce sont des mesures tout à fait palliatives. Que faut-il faire vraiment, Roby, pour empêcher qu'il y ait un autre naufrage? D'abord, nous n'avons pas assez de maritimes. Nous n'avons pas de bateaux, nous n'avons pas assez de bateaux qui peuvent mieux transporter la population de ce côté-là. Et de deux aussi, il faut qu'on puisse sévir les autorités portuaires. Parce que là, le chef de l'État a donné le go. En fait, ce n'était pas une solution efficace, mais une solution définitive. Mais c'était une solution qu'il fallait donner à l'instant même. À ce moment-là. Parce que si la population a ne serait-ce que les gilets de sauvetage, on peut déjà éviter le cas des morts. Même si les biens peuvent couler, mais les personnes peuvent être sauvées. Je crois que c'était le plus important. Alors, le chef de l'État avait donné des injonctions claires. Qu'un bateau ne pouvait plus naviguer si surchargé et s'il n'y avait pas aussi de gilets de sauvetage pour les personnes qui vont embarquer. Est-ce que les autorités portuaires ont veillé à cette obligation, ont veillé à cette injonction? C'est la question qu'il faudra se poser. Le chef de l'État ne viendra pas... Les responsabilités, hein, c'est ça vraiment le drame. Hein. Tout à fait. Il faut qu'on arrive... On ne sévit pas, on ne sanctionne pas non. Quand il y a quelque chose comme ça. Il faut, comme il y a un cas qui vient de se dérouler, je crois qu'il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on établisse les responsabilités. C'est ce qui est plus important. Parce que le chef de l'État a donné des injonctions qui doivent être percutées et qui doivent être respectées et qui doivent faire respecter. Ce n'est pas lui-même. Ce sont les autorités portuaires qui doivent le faire. Mais quand on voit encore en plein 21e siècle des pirogues, c'est vrai que les pirogues c'est un peu pittoresque, c'est un peu notre histoire, mais on ne peut plus continuer aujourd'hui à utiliser la pirogue. C'est incroyable comme mode de transport. La pirogue, quand même. Non, madame. C'est vrai que c'est pittoresque, mais là, il faut une ou deux personnes. Non, quand il s'agit des excursions, du tourisme et tout ça, mais pour transporter des gens qui font du commerce, donc des pirogues, tout de même. C'est ce que je dis, que nous n'avons pas assez de bateaux. C'est quelque chose qu'il faut maintenant, qu'il faut faire un effort pour avoir aussi ça, ce que je l'ai dit. Parce que, mais les pirogues resteront, parce que nos pêcheurs ne font que la pêche avec des pirogues. Donc, ils ne vont pas laisser. Mais sinon, il faut qu'on ait des bateaux et des bateaux qui peuvent sécuriser les gens. C'était pas parmi les 100 jours de chef de l'État. Hein, non, ça, il ne faut pas quand même tout mélanger. Il faut pas tout. En tout cas, c'est vrai que les 100 jours de chef de l'État, c'était... bon, beaucoup de gens ont dit il a choisi ça, on va en parler. Nous prenons le deuxième dossier, mesdames et messieurs. Nous allons à l'Assemblée provinciale. Hein, vous le savez, on a interpellé le ministre provincial des Finances, Guy Matundu. D'ailleurs, je crois qu'on a levé son immunité, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est juriste. Il va essayer de nous expliquer un peu plus. Et la réaction des agents de la DGRK, la Direction Générale de Recettes de Kinshasa. Voilà, Rassis, deuxième condensé, s'il vous plaît. 48 heures après, Guy Matondo est revenu devant les députés provinciaux. Le ministre provincial des Finances a parlé, mais n'a pas convaincu, surtout l'auteur de l'interpellation. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas été à la hauteur. Vous ne méritez pas de continuer à bénéficier de notre confiance, de ceux qui précèdent. J'ai donc décidé de déposer conformément à notre règlement intérieur une motion de défiance. Face à la gravité des faits, le bureau de l'Assemblée provinciale compte aller plus loin. Devant la gravité des faits, nous ne pouvons pas nous arrêter seulement au niveau de la motion de défiance pour un ministre qui est déjà fait mandat. Avec votre autorisation, votre bureau, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, va engager la procédure de mise en accusation de M. le ministre des Finances. Bien avant, Guy Matondo s'était expliqué autour de près de 150 comptes ou sous-comptes bancaires que détient la ville. À un compte transitoire, nous avons 5 sous-comptes. 3 comptes pour la ville et 2 comptes pour la DGRK. Donc vous constaterez qu'en francs congolais 5, en dollars 5, ça vous fait 10.
nous travaillons avec 15 banques. Donc vous prenez les 10 comptes multipliés par les 15 banques, ça vous fait 150 comptes. Donc il n'y a pas eu de compte parallèle. Le surendettement de la ville, l'hypothèque de ses recettes, le dysfonctionnement de ses services faisaient partie de cette interpellation, la première de cette législature. Maintenant, il nous a maltraités. Nous travaillons comme des robots. Mais comment est-ce qu'il peut donc signer un arrêté de 1,2 million pour le salaire, mais il nous paye 200 000. Où est parti les 1 million de francs? Mais non, c'est ça, c'est pas ça. Avec une gestion calamiteuse, on ne peut pas imaginer ça, papa. Nous sommes des pères de famille. Maintenant, il y a des gens qui sont rentrés chez eux à la maison parce qu'ils ne payent même pas plus de loyer. On ne peut pas maîtriser de telles situations. Nous sommes venus revendiquer nos droits qui ont été détournés par le ministre provincial Guy Matondo. Nos droits de salaire, nous sommes impayés, nous sommes d'abord mal payés. Et puis, le salaire qu'il a déclaré au devant de l'Assemblée ne correspond pas à ce que nous recevons. Nous sommes d'abord sous-payés et puis en plus, il ne déclare pas ce qu'il nous paye. Ce qu'il déclare ici devant l'Assemblée, ce n'est pas le salaire que nous recevons. Un licencié, un attaché de bureau de première classe reçoit 300 000 francs. Alors qu'ici, devant l'Assemblée, il déclare payer un attaché de bureau de première classe qui équivaut à un grade de licencié à 1 200 000 francs. Et en plus, nous sommes sous-payés et nous sommes mal payés. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Notre salaire du mois de février, nous ne l'avons pas encore perçu. Nous sommes sous-payés, sous-logés. On n'arrive même pas dans des maisons. On nous fait sortir comme des vaches. Un papa avec des enfants, vous ne savez où aller dormir avec des enfants. C'est grave, ça c'est grave. C'est grave, on ne peut pas tolérer ça. Ça c'est grave. Roby, est-ce que ce n'est pas de l'acharnement envers le ministre provincial Guy Matondo? Madame, les faits sont clairs. Il y a des Congolais qui vous disent clairement qu'ils déclarent le salaire qu'ils ne touchent pas au niveau de l'Assemblée nationale. Madame, le problème de ce pays, c'est que le député, la nouvelle législature peut nous offrir, c'est le contrôle parlementaire. Les lois dans la République existent. Nous avons de très très bonnes lois. Et même les législatures passées, ils ont fourni de très bonnes lois, même si ces lois ne sont pas comparables à celles de l'époque de Mobutu, parce que là, on trouve des fautes d'orthographe dans certaines lois. Mais néanmoins, avec cette nouvelle législature, ce qu'ils peuvent apporter au peuple congolais, c'est le contrôle parlementaire, qui n'a jamais existé dans ce pays. Parce que les législatures passées, depuis 2006, 2011, jusqu'à aujourd'hui, aucun ministre interpellé, aucun ministre mis en accusation. Mais tout le monde sait qu'il y a la corruption, tout le monde sait qu'il y a le détournement. Et je crois que c'est la première expérience. Et nous sommes très contents que cela arrive au mois de l'alternance. Ce qui s'est fait aujourd'hui, madame, ça ne s'est jamais fait. À chaque fois que le ministre devait être interpellé, il y avait toujours une majorité qui bloquait. Il y avait des motions incidentielles qui bloquaient l'interpellation de certains députés ou certains ministres. Mais aujourd'hui, on peut quand même se rendre compte que les députés, un ministre peut être mis en accusation. Il peut être interpellé et même être poursuivi en justice. C'est quand même une très bonne chose. Ce que nous venons de suivre tout à l'heure, c'est déplorable. C'est déplorable. Et voilà pourquoi le peuple congolais n'avait pas voulu reconduire le même régime. Mais ce que les gens ne comprennent pas, bon, c'est peut-être une question qui va paraître un peu terre à terre, mais nous travaillons aussi pour cette population. Les gens se disent, mais vous avez Pasteur Ngodepoy et du FCC, Guy Matondo et du FCC. Alors les gens ne comprennent pas comment il attaque un autre membre de la coalition FCC Cash. Non, madame, vous savez, le problème c'est que Tshisekedi le père disait que le poisson commence à pourrir par la tête. C'est l'impulsion. On ne peut pas être du FCC et se réjouir de l'impunité et du détournement. C'est ça la rupture dont nous avons apporté. C'est ça le déboulonnage. C'est ça le déboulonnage dont on avait parlé. Ce n'est pas les individus qu'on vise ici. Ici, il y a le pasteur Godempo, il sait qu'il a de comptes à rendre à la population à la fin de la législature. Il ne va pas dire au peuple que voilà, j'ai trouvé dans la caisse vide, on a trouvé dans la caisse vide, les recettes de l'État ont été hypothéquées. Il ne va pas dire ça. Il doit faire quelque chose aujourd'hui pour que le peuple se rende compte effectivement que le travail est en train d'être fait et qu'ils ne l'ont pas voté pour qu'il aille faire de la complaisance à ceux qui sont en train de gérer avec lui au nom d'une quelconque coalition ou FCC. C'est ce que le chef de l'État avait dit, que même le gouvernement qui sera mis en place, ce sera un gouvernement qui doit servir la République, pas les individus. On doit se servir histoire de faire allégeance à l'autorité morale au lieu de servir le peuple et améliorer la situation de la population. C'est vrai qu'ici, quand on voit Guy Matondo,
on voit André Kimbuta, qu'on le veuille ou non. Et on dit que le pasteur Godepoué n'a fait qu'attaquer le maillon faible de la chaîne. Est-ce que d'ici là, pourrait-on voir mise en accusation André Kimbuta? Madame, maintenant que le dossier sera devant la justice va interpeller M. Guy Matondo. Guy Matondo, si il dénonce André Kimbuta, il sera poursuivi. Parce qu'on ne peut pas laisser l'impunité. Ce qui va frustrer encore ce régime, si on ne règle pas la question de l'impunité, on n'aura rien fait. Ce n'est pas des individus que l'on vise. Ici, ce qu'on vise, c'est la bonne gestion. Et ce qu'on veut, c'est la rupture, et on veut que le pays puisse se relancer. On n'a pas assez de moyens, mais le peu de moyens que nous avons, que cela soit affecté à l'essentiel pour que le peuple congolais arrive quand même à trouver ne serait-ce que le minimum pour vivre. Et si Kimbuta est concerné dans ce qui est en train de se faire, madame, il doit répondre. Il n'y a pas de super-homme. Est-ce que Guy Matondo n'est-il pas tout simplement le bouc émissaire? C'est lui qu'on sacrifie simplement pour protéger les plus forts. Je me permets cette expression. Qui le sacrifie? Qui? Parce qu'on l'a interpellé dans son secteur. C'est son secteur. Parce que le ministre est responsable de son secteur. C'est ça en fait ce que dit la loi. Il est responsable de son secteur, il pose des actes, il n'a pas besoin d'avoir un tutelle quelque part. Non, il est responsable de son secteur. Et quand on l'invite, il doit répondre par rapport à son secteur. Et par rapport à son secteur, il n'a pas dit que c'est Kimbuta qui a fait. Il assume sa propre responsabilité. Et vous savez l'infraction individuelle en droit congolais. Et donc, si Guy Matondo a individuellement détourné l'argent de l'État, il lui répondra détournement. S'il y a eu une complicité de Kimbuta, je pense que Kimbuta devra répondre aussi de ses actions. Nous prenons autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale aussi, hein, où il y a eu une audience du président ou de la présidente de cette institution, Janine Mabunda. Et la remise et reprise des gouverneurs, ça s'est déjà fait. Gentini Ngobila a déjà pris possession de ses bureaux ici à Kinshasa. Et le prochain condensé sera d'ailleurs consacré à cela. Rassis, s'il vous plaît, troisième condensé. Nous sommes une délégation de femmes du Sud Kivu, réunies au sein du groupe dynamique 50% ou rien. De 50% ou rien, ça vient de la Constitution, son article 14, qui demande au fait à ce qu'il y ait respecté la parité hommes-femmes 50%. Alors, avec l'élection de Madame l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda, nous, en tant que femmes du Sud Kivu, nous nous sommes donné en fait le devoir de venir féliciter Madame l'honorable présidente pour son élection, mais aussi pour montrer à toute la communauté congolaise le rôle important de la femme et demander également le respect de la Constitution. Donc nous disons 50% ou rien, parce que ce n'est pas une demande, ce n'est pas un cadeau donné aux femmes, mais c'est une obligation constitutionnelle. Alors également, ce que nous avons discuté avec Madame la Présidente, c'est aussi de demander à ce qu'il y ait la révision de la loi électorale par rapport à la femme. Et là, nous parlons de l'article 13, alinéa 4 de la loi électorale, pour demander à ce qu'il y ait quand même des listes qui respectent la représentativité de la femme. Parce que jusque-là, la femme n'arrive pas à être élue comme il se devait, parce qu'il y a blocage. Et c'est pourquoi vraiment nous comptons sur l'élévation de l'honorable Madame Mabunda comme présidente de l'Assemblée pour arriver à aider et à travailler également pour la cause de la femme. Parce qu'on ne peut pas prétendre être développé, on ne peut pas prétendre continuer dans ces pays sans que la majorité de la population soit laissée pour compte. On parle là de la femme. Officiellement installé comme numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila a pris possession de son bureau de travail juste après la remise et reprise. Peu avant la cérémonie, Bafi Banzobi a d'abord félicité celui qu'il appelle élève pour son accession à la tête de la ville-province de Kinshasa avant d'affirmer sa disponibilité de prêter main forte à Gentini Ngobila pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Je suis particulièrement heureux ce jour et surtout fier de voir que mon ancien élève, à la personne du vice-gouverneur Nerombungu, va occuper la place de son préfet d'autrefois. C'est cela, j'ose croire, la beauté de la vie et la paix. Je ne saurais, Excellence, clore cette adresse
sans vous exprimer mon profond et ardent vœu, celui de vous voir travailler dans un esprit de cohésion, de compréhension, d'écoute et d'abnégation. Le nouveau gouverneur promet de faire de la réhabilitation des routes, la sécurité et le social des Kinois son cheval de bataille. Les défis qui s'annoncent pour Kinshasa et celui de l'assainissement, la sécurité, la voirie, les logements sociaux, le développement et la modernisation afin de répondre aux attentes de nos populations, aux Kinoises et Kinois, aux Congolais, à l'Afrique et au monde, l'image d'une ville dynamique, innovante et florissante. Jean Tiningo Bila va profiter de cette occasion pour lancer la campagne Kinshasa. Oublier et participer par exemple à l'opération des célébrités dénommée Kinshasa au Péto que nous comptons lancer très prochainement dans le cadre de notre programme d'urgence. Jean Tiningo Bila a été élu le 10 avril dernier à l'issue d'une élection qu'il avait remportée. Roby, les femmes ont été reçues par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Margunda, et elle demande ou elle exige, moi je le vois ainsi, l'application de 50% par rapport à la femme, hein, dans différents organes, dans différents postes décisionnels. Est-ce que pour vous, la parité n'est qu'un leurre ou la parité doit être mis comme une loi pour protéger la femme, genre comment je peux dire, une loi qui protège la femme ou qui promeut la femme, le mot m'échappe, une discrimination positive, voilà. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'on doit faire pour pousser à ce que cette loi ou cette parité de 50% soit appliquée en République démocratique? Non, madame, moi je ne vois pas les choses de cette façon-là. Vous savez, madame Janine Mabunda a été proposée par sa famille politique. Personne n'a contesté ses compétences. C'est la première des choses. La parité, c'est l'égalité des chances. Pas la répartition de 50%, 50% comme on l'a dit. Moi, je pense que c'est beaucoup plus la méritocratie qui doit régner. On ne doit pas favoriser la femme même quand elle est incompétente. Non. Il faut que la femme mérite aussi. Mais pourquoi, vous êtes là, cette question me choque toujours. Pourquoi on ne demande pas à l'homme de mériter ce poste-là? Pourquoi la femme doit mériter un poste et à l'homme, on ne pose jamais cette question? Quand Roby et moi, nous allons par exemple chercher un poste, on va me demander à moi si je mérite ce poste, mais on ne vous posera pas cette question si vous méritez ce poste, et pourtant on a fait les mêmes études. Non, cette discrimination commence déjà par les propos que vous tenez. Non, comment la femme doit mériter un poste, pas un homme ne mérite? Déjà, quand on parle dans le monde journalistique, quand on parle de 5 journalistes dans notre pays, on ne manquera pas de vous citer. Alors dites-moi un peu, et ça, quand on va vous citer, les gens peuvent dire non, Madame Paulette Kimuntu ne mérite pas. Ça fait l'unanimité. Donc le problème n'est pas celui de prendre des gens et de mettre, même un homme, lorsqu'il est incompétent, on ne va pas le prendre, on prendra la femme. Au sein du FCC, il y a des hommes compétents, mais on a privilégié la femme. Et qui a contesté la compétence de Madame Janine Mabunda? Qui? Tout le monde est unanime qu'elle a un profil acceptable, qu'elle est compétente et qu'elle peut assumer ses fonctions. Mais ne venez pas nous dire, non, voilà, qu'on mette 5 hommes, 5 femmes, et sans qu'elle ne mérite pas. Il y a la discrimination positive, ça existe. La femme elle-même, est-ce qu'elle est-elle consciente que doit soutenir la femme? On a eu une femme aux élections présidentielles. Je ne veux pas vous poser la question pour savoir si vous l'avez votée vous-même. Est-ce que vous avez été convaincu par ce que... Combien de femmes ont postulé elles-mêmes? Les ambitions des femmes. Est-ce qu'elles-mêmes arrivent à mettre en mouvement leurs ambitions? C'est ça le problème, madame. Vous êtes là. Et si vous allez en politique, vous serez aussi une femme battante. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous voulez quelles sont les femmes qui doivent partir? Je crois qu'il y a un problème sérieux. C'est qu'on ne doit pas privilégier... Tout le monde ne peut pas faire la politique aussi. Hein? Non, je ne dis pas. C'est juste une façon de le dire. Sinon, le journalisme resterait vide. C'est une façon de dire. Mais on le fera, il n'y a pas de problème. C'est une façon de dire. Parce qu'on sent que dans l'espace politique, les femmes qui viennent, qui sont courageuses, elles s'en sortent. Mais la faute revient à vous, parti politique. Je vous pose une question pratique. Roby Kayenga, porte-parole de Autre Vision du Congo. Dites-moi, dans l'organe décisionnel, dans quel organe décisionnel de votre parti se retrouve une femme? Il y en a beaucoup. Où ça? Non, elle ne fait pas. Laissez-moi la Ligue des femmes. Là, ça va de soi. La Ligue des femmes, il n'y aura que des femmes. Autre poste décisionnel. Madame, dans la direction, par exemple, du parti. Nous avons une secrétaire générale adjointe qui est une femme.
Donc, au niveau du parti, il y en a. Mais est-ce que ces femmes-là... Est-ce que vous la propulsez? Est-ce que vous la mettez en avant? Quand il y a par exemple des, je ne sais pas moi, des conférences, des ateliers, est-ce que l'autre vision du Congo propulse ces femmes? C'est ça aussi le problème. Vous tuez dans l'œuf les ambitions des femmes dans vos propres partis politiques. Non, madame, vous savez dans la politique, c'est un engagement. On ne va pas pousser quelqu'un, c'est un engagement et c'est un combat qu'il faut mener. Il ne faudra pas que l'on vienne chez vous, on commence à vous appeler, madame, réveillez-vous le matin, on a réunion du parti, vous devez passer à la télévision, vous devez communiquer, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Non, c'est un engagement que vous prenez. Alors si on vous a confié des responsabilités et que vous ne vous levez pas pour mettre en mouvement ou travailler pour prouver aux gens que vous êtes capable de faire quelque chose, on ne va pas vous bousculer par force. Donc il ne faut pas que la femme... Moi je voudrais... La parité, ce n'est pas... On ne doit pas offrir aux femmes sur un plateau doré. Elles doivent mériter, tout le monde doit mériter, doivent concourir ensemble. Mais seulement ce qui est plus important, c'est qu'on ne doit pas écarter parce que c'est une femme qu'on la mette de côté. Non, on doit laisser tout le monde compétir et que le meilleur gagne. Si c'est une femme qui va gagner, qu'elle gagne. La preuve est qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays. Madame, ne blaguez pas, parce que c'est la deuxième personnalité du pays. Lorsque vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes la deuxième personnalité du pays. Et ça, ce n'est pas quand même... Est-ce que pour vous, l'Assemblée nationale sera gérée avec une petite touche de féminité? Tout à fait. Et d'ailleurs, la méritocratie ne veut pas dire l'exclusion de la féminité ou le fait d'être femme. Non, d'abord, je voudrais aussi, parce que vous semblez être quand même ingrate, parce que ce sont les hommes qui ont voté Mme Janine Obuna. Donc là, vous ne le reconnaissez pas. Donc reconnaissez quand même que Mme Janine Obuna a été votée par les hommes, qui ont d'abord accepté, parce que les hommes pouvaient faire blocage et faire ombrage. Parce qu'il y avait aussi un homme qui était candidat. Mais les hommes ont dit non, nous voulons que ce soit la femme, ils l'ont voté. Donc ça, il faut quand même féliciter les hommes. Nous avons quand même évolué, reconnaissez-le quand même. Alors, par rapport à ce que vous dites, la femme, vous savez, la femme, c'est cette maman. Moi, je respecte la femme parce que c'est de la femme qui découle toute grandeur. Et donc, c'est de la femme qui découle les ministres, les députés. Et la femme comprend très bien les hommes que les hommes eux-mêmes. Nous, entre les hommes, il y a toujours ces entrechocs, ces conflits d'intérêts. Mais la femme, c'est celle qui apporte toujours la solution et l'apaisement. Je pense que Mme Janine Mabunda jouera ses rôles. Et vous avez vu d'ailleurs vous-même, elle reçoit toutes les tendances sans beaucoup de problèmes. Et tout le monde peut l'aborder parce que c'est une femme. La femme, elle sait toujours facilement aborder et elle trouve toujours des solutions aux problèmes très facilement que les hommes. Jean-Denis Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est vrai que pendant son élection, vous êtes du pouvoir, allié de l'UDPS. Ça a eu des frictions à ce moment-là. L'UDPS voulait à ce que ça soit... le nom m'échappe aussi, oh mon Dieu. Merci, Laurent Batoumona, le coordonnateur. Mais ça ne s'est pas fait ainsi. Pour vous, Jean-Denis Ngobila va apporter quelque chose de plus, ou ce n'est pas une déception? Est-ce que vous avez déjà géré votre déception et vous êtes passé à autre chose? Madame, la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est ça le principe. Lorsqu'on va aux élections et que la majorité l'emporte, on s'incline devant cette décision-là. M. Jean-Denis Ngobila a été élu. Ce que nous pouvons le souhaiter maintenant, c'est de résoudre le problème des Kinois. Et ça, c'est le plus important. Il hérite d'une ville délabrée. Je crois que lorsque, moi personnellement, si on me demande de prendre la ville de Kinshasa, je refuserais. Ah bon? Alors, si lui estime qu'il est l'homme de la situation, il est l'homme de défi actuel de Kinshasa, parce qu'il n'aura pas d'excuses. Déjà avec une assemblée provinciale telle qu'on la voit déjà en train de venir là, et qui ne pense pas qu'on va lui faire des cadeaux. Le dossier Yumbi, ça ne pèse pas sur sa tête selon vous? Le dossier Yumbi, moi je suis juriste. Il y a eu une enquête qui a été diligentée par la MONUSCO. Cette enquête, ainsi que la République démocratique du Congo, ne l'a pas mise en accusation. Je pense qu'il faut qu'on explique ça au peuple. Lorsqu'il y a une enquête qui est diligentée, et que cette enquête n'aboutit pas à une mise en accusation directe sur le plan de droit, moi, je ne peux pas me fier à autre chose. Si cette enquête avait abouti à une mise en accusation et à des responsabilités, là, je considérais que M. Jean-Denis Ngobila aurait fait tache d'huile et qu'il ne pouvait pas diriger la ville de Kinshasa. Mais là, je ne vois rien sur le plan de droit qui les met en accusation. Ce ne sont pas les supputations ainsi que les incantations de gens qui peuvent me permettre, moi, de conclure à une certaine accusation ou à ces dossiers de Yumbi. Je l'ai vu, j'ai estimé moi-même qu'il était responsable, mais l'enquête ne l'a pas mise en cause. Donc, c'est la MONUSCO d'ailleurs qui a mené cette enquête.
Nous restons toujours dans ce dossier, mesdames et messieurs. Jean-Tini Ngobila, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, et les défis qu'il a à relever, parce que Roby Kayenga l'a dit, la ville de Kinshasa, c'est vraiment une grande ville, métropole et tout ça, avec beaucoup de défis. Il a hérité, selon lui, d'une ville vraiment délabrée. L'image de la ville de Kinshasa est vraiment très ternie. Donc, nous allons en parler en long et en large tout à l'heure. Et la réaction de la nouvelle société civile par rapport au 100 jours du président de la République. Kinshasa, la métropole, abrite plus de 12 millions d'âmes, conséquence de l'exode rural. Aujourd'hui, la ville capitale compte plus de chômeurs que de travailleurs. Elle fait aussi face à l'épineux problème sécuritaire. La prolifération du phénomène Kuluna crée la psychose dans plusieurs quartiers de Kinshasa, une problématique que la nouvelle équipe du gouverneur Ngobila devra prendre à bras le corps. Il s'agit d'un phénomène installé dans certains coins de Kinshasa où l'obscurité a élu domicile, la SNEL ayant déclaré abandon. La réforme de la police et la restauration d'une police routière professionnelle s'avèrent aussi une nécessité, histoire de réduire le nombre des embouteillages et accidents causés parfois par des hommes en uniforme adeptes de pratiques peu orthodoxes. Ce qui pourrait permettre la fluidité du transport en commun et taire probablement la pratique demi-terrain. Mais faut-il encore que l'autorité compétente s'investisse pour en faire une réalité? L'urbanisation et un bon plan d'aménagement, ajouté à cela une bonne gestion des immondices, vont sûrement redorer l'image de Kinshasa, siège des institutions de la République. Carrefour de culture, la grande métropole doit aussi se doter de salles de spectacle ou réhabiliter celles qui existent déjà. Autant de desiderata qui attendent les réponses du prochain exécutif provincial. Sceptique et parfois incrédule, Kinshasa attend voir les actions du gouvernement Ngobila pour croire à un éventuel changement. Depuis son avènement à la tête de notre pays, nous avons du coup mis en place une cellule de surveillance de la gouvernance de la République pour que nous ne puissions plus retomber dans des choses que nous avons connues en bout de temps. S'agissant de ces 100 jours, nous pouvons noter avec satisfaction sur un certain nombre de points qui ont fait l'objet d'un signal fort. Je pense ici aux problèmes liés à la décrispation politique. Les cachots de la nerf à travers toute la République ne peuvent plus exister en ce moment. Mais également, le chef de l'État s'est engagé sur la question de la sécurité. On l'a vu à Lubumbashi, on l'a vu à Beni, on l'a vu à Goma, on l'a vu à Calais. Juste sur une question essentielle de la sécurité des Congolais. Nous l'avons également vu sur la question de la maladie Ebola. Ce sont des signaux forts. Là, il n'a pas encore le gouvernement et nous sommes conscients qu'il est dans un environnement qu'il faut toujours négocier et nous espérons qu'il pourra envoyer des signaux forts. Il y a une note qui nous inquiète à ce jour, c'est la note liée à la lutte contre la corruption et l'impunité. Vous savez, la manière dont les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale, le Sénat, l'élection des gouverneurs s'est mise en place dans des conditions paix et crédibles et où il y a beaucoup de soupçons de corruption et qu'il s'était déjà engagé sur cette question pour trouver la solution, qu'il s'essaye de rétracter, ça nous a inquiété un peu. C'est vrai, Roby, la personnalité ou, comment dire, le charisme de quelqu'un, son poids personnel compte énormément quand il faut être chef ou quand il faut diriger. Est-ce que pour vous, personnellement, en toute impartialité, est-ce que Jean-Tini Ngobila est l'homme de la situation pour redorer la ville de Kinshasa? Madame Jean-Tini Ngobila a été élue par les grands électeurs. J'espère qu'en toute responsabilité, et par rapport au discours qu'il a présenté, nous espérons qu'ils ont compris que c'est l'homme qui devait changer les choses. Mais Jean-Tini Ngobila doit savoir qu'il n'aura pas de pardon. Si Kimbuta Aïe a géré de la même qu'il a géré et qu'il a été pardonné jusqu'à faire 7 ans, 8 ans au sommet de cette ville, lui ne le fera pas s'il ne gère pas les choses convenablement. Et ça, c'est la chose qu'il doit comprendre. Madame, vous voyez, tout à l'heure, on vient de suivre l'élément et tout à l'heure. Le Kinshasa est aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même ici, Kinshasa fait la honte aujourd'hui du monde entier. Et aujourd'hui,
ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa est tout simplement inadmissible. Et ce n'est pas une question de moyens à Kinshasa, c'est une question de volonté politique. Et Kimbuta, son prédécesseur, était dans une situation où il ne savait plus quoi faire de Kinshasa. D'ailleurs, lui-même l'avait dit que Kino Ekobonga le société. Donc il avait dit lui-même. Il avait compris qu'au niveau de son imagination, il ne pouvait plus rien faire. Et Jean-Tini Kobila lui dit non, moi je veux faire quelque chose. Et madame, on l'observe. On ne peut pas. Vous avez relevé quelque chose, Roby, vous avez dit qu'il a été élu par les grands électeurs, mais la population veut, je ne sais pas, mais souhaiterait que les gouverneurs puissent être élus au suffrage direct pour qu'ils se sentent un peu plus redevables envers la population. Parce qu'avec cette histoire de corruption, avec cette histoire de tout ça, d'achat de conscience, les gouvernants se sentent vraiment pas redevables auprès de la population. Doit-on, selon vous, vous êtes juriste, doit-on modifier un peu cette constitution de ce côté-là? Madame, je partage les mêmes inquiétudes que mes compatriotes. On n'a pas encore atteint cette maturité politique de la part de nos dirigeants, de nos grands électeurs, qui ne sont pas encore objectifs dans leur choix. Parce que généralement, quand les députés provinciaux mènent la campagne, c'est avec leurs moyens. Et la première des choses, quand il est élu, c'est de pouvoir d'abord récupérer ce moyen qu'il a dépensé. Alors, si c'est le peuple qui vous choisit, il vous choisira par rapport à vos compétences. Nous estimons qu'il faut, parce qu'on ne peut pas changer les modes de scrutin en ce qui concerne les députés provinciaux ou l'élection de gouverneurs, si on ne modifie pas la Constitution. Je crois que cette Constitution mérite beaucoup à ce niveau-là d'être revue. C'est vrai, on dit aussi, Roby, moi je ne mâche pas les mots parce que j'écoute les gens, que le but principal de cette coalition FCC-Cash, c'est de modifier aussi cette Constitution par la langue pour que le président, cette fois-ci, soit élu au second tour. Parce que Nal avait déjà soulevé la problématique de l'argent. Nous avons des élections qui coûtent excessivement cher. Or que si nous faisions l'élection du président de la République au second degré, ça coûterait moins cher. Vous parlez déjà de la non-maturité de nos élus aussi. Est-ce que c'est pas un marché des dupes aussi? Non, je ne vois pas le président de la République, l'actuel président de la République s'engager sur une telle démarche qui... Vous en êtes sûr? Oui, qui est très très dangereuse pour la République et pour la démocratie. Mais ça se fait ailleurs, les élections au second tour, ça se fait ailleurs aussi. Oui. Ils ont pris l'exemple d'Afrique du Sud, d'ailleurs, ça se fait. Ce que je dis, donc je ne vois pas, parce qu'il s'agit de mon pays, je ne vois pas l'actuel chef de l'État s'engager sur cette démarche. Parce que déjà, nous décrions la corruption aux assemblées provinciales. Alors, on doit les amener maintenant au niveau des assemblées nationales où ils doivent élire maintenant un chef de l'État. Donc, ça risque encore de nous plonger dans le chaos et ça ne risque pas de donner à un président de la République la légitimité la plus possible. Ce qui est plus important ici, c'est de ramener le scrutin à 2 tours. C'est ce qui est plus important. Le scrutin à 1 tour, pour moi, n'est pas celui qui devait être. Il faut qu'on revoie la Constitution et qu'on revienne à la procédure des scrutins à 2 tours. Je pense qu'à ce moment-là, on aura un président de la République qui sera beaucoup plus responsable et qui aura une forte légitimité. Mais aussi la question de la modification du mode de scrutin. Et ça doit relever du référendum, parce que ce sont parmi les questions intangibles de la Constitution et qu'on ne doit pas toucher. Donc, si l'on veut toucher, alors il faut qu'on passe par le référendum. Et je ne vois pas l'actuel président de la République engager de moyens pour des choses comme ça. Les 100 jours du président de la République, la nouvelle société civile a épinglé quelque chose de positif, quelques signaux forts, la décrispation politique par exemple, la sécurité et tout ça. Mais beaucoup de gens, je vous pose cette question, vous êtes de cette coalition, est-ce que beaucoup de gens se demandent qui est en fait le vrai président dans ce pays? Est-ce que c'est Kabila ou c'est Fachi toujours ou Kabila tire toujours les ficelles en RDC? Parce que le dossier par exemple de la primature, pour nommer le Premier ministre, ça fait plus de... On entre déjà au mois de juin, donc on va aller au 5e mois déjà, qu'on ne parvient pas à avoir un gouvernement stable pour mettre en pratique le programme du président. Qui est le plus fort entre Kabila et Tshisekedi aujourd'hui? Mais le président Kabila, il est le sénateur à vie. Et l'actuel président de la République... Il a la majorité au sein de l'Assemblée nationale, donc nous sommes déjà en coalition. Oui, c'est vrai donc que la coalition... Cette majorité-là, elle est la majorité du président de la République aussi, l'actuel. Est-ce qu'on peut avoir... Je prends une expression africaine, 2 crocodiles dans un même marigot. Donc les deux sont, au fait, les présidents ou les autorités morales du FCC-Cash. Est-ce qu'on peut avoir 2 crocodiles dans un même marigot? Non. Lorsque la notion de l'autorité morale... Vous avez suivi Kalev?
qui est dit qu'il reste fidèle non, à Kabila. Je veux revenir sur la question de Calais, madame. Voilà, je vous en prie. Ici, la question de l'autorité morale n'existe pas en droit congolais. Mais quand vous lisez la loi sur les partis politiques, quand vous lisez la loi sur les ASBEL, quand vous lisez la Constitution, nulle part on dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle autorité morale. Ça, c'est une situation, ce sont des mots qu'on a inventés par les politiciens pour continuer à avoir la même mise dans leur parti. Parce que la loi, la Constitution vous dit, dès que vous êtes chef de l'État, vous êtes ministre, vos fonctions deviennent incompatibles avec les fonctions au sein de votre parti. Alors pour continuer à gérer le parti, tout en étant ministre, on a créé cette histoire d'autorité morale. Mais en réalité, juridiquement, ça n'existe pas. Et donc, le chef de l'État ne peut pas être une autorité morale. C'est une notion, d'abord, qui est nauséabonde et qui n'existe pas en droit. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il est autorité morale. Ça veut dire quoi? Parce que je dois expliquer ce que c'est une autorité morale. Je ne sais pas vous expliquer, parce que ça n'a ni de contenu en droit, ni de contenu. Peut-être en politique, on peut donner ça un contenu. Mais en droit, il n'y en a pas. Donc, le chef de l'État et les chefs de l'État, et puis la coalition, ce n'est pas par rapport à ceux qui sont en dehors de l'Assemblée nationale. C'est la coalition, elle est d'abord parlementaire. C'est au niveau du Parlement. Et le chef de l'État a la majorité aujourd'hui parlementaire, parce que cette majorité, qui l'accompagne. Mais qui... Alors, bon, prenons Kalev par exemple, qui a été clair. Il a dit, lui, il reste fidèle à Kabila. Bon, la coalition, vous dites, bon, c'est aussi la coalition de Félix Antoine Tshisekedi. J'aurais bien voulu... Vous avez compris... J'aurais bien voulu que M. Kalev parle, par exemple, il est reconnaissant. J'aurais voulu. Pas de la fidélité. D'abord, il exerçait, c'était un fonctionnaire de l'État. C'était un service de l'État. Il n'a pas à faire allégeance à un individu. Mais ils l'ont fait, non? Ils ont signé ça à Kingakati. Vous avez suivi tous les membres du FCC signer quelque chose d'allégeance. Je parle de M. Kalev. Mais les autres aussi l'ont fait. Non, je parle d'abord de M. Kalev. M. Kalev a exercé des fonctions très très délicates dans notre République. Et partout dans le monde, on ne quitte pas les services de renseignement. On y reste. Et on y meurt. Hein? Et on y meurt aussi. Et quand il lui dit ça, il donne quels signaux? Il n'était pas au service de la République. Il était au service d'un individu alors. Parce qu'il ne peut pas continuer à suivre un individu. Lui qui a exercé des fonctions étatiques. Il ne peut pas dire des choses comme ça. Madame, c'est là que ça démontre que on n'était pas bien géré. La gestion, on confondait la gestion, on faisait plus allégeance à un individu qu'à la République. M. Kalev ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Et ça, c'est très dangereux pour la République. Lui, d'ailleurs, il devait être caractérisé par la retenue parce qu'il a les dossiers de la République. Est-ce qu'il ne va pas faire une sorte de chantage envers ses pairs, par exemple? Est-ce qu'il peut dire, mais n'ose pas faire ça parce que je connais beaucoup sur toi, Roby, ne te présente pas à tel poste parce que j'ai des dossiers sur toi. Est-ce qu'il n'a pas cette épée de Damoclès sur les membres du FCC cash aujourd'hui? C'est ce qu'il doit éviter de faire. Ce qu'il doit éviter, c'est ça fait les services de renseignement, les services secrets. Il ne peut pas effectivement, il doit s'interdire de faire des choses comme ça. Lui doit être un homme de retenu et d'homme effacé. Et partout dans le monde, d'ailleurs, on ne veut même pas que les gens sachent que vous êtes des services de sécurité. Et lui, qui a exercé de hautes fonctions, il devait rester à l'abri et se cacher même. Parce qu'il demeure encore, on a encore besoin de lui par cette République, parce qu'il a exercé des fonctions où il y a des dossiers qu'on doit se référer à lui. Et donc, s'il commence à faire des déclarations comme ça, et donc on comprend que c'est un homme... Les 100 jours du chef de l'État, c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas juger le chef de l'État par rapport à ces 100 jours, mais ça devient comme des us et coutumes dans la politique, dans le monde. Ça se fait partout, hein. On juge un président à partir de ces 100 jours. Pour vous, les 100 jours du président Félix Tshisekedi, ça a déjà donné des signaux forts aussi, selon vous, qu'il peut continuer sur la même lancée, ou y a-t-il des choses à rectifier, à modifier depuis qu'il est au pouvoir? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit rectifier. Vous savez, au moment du décollage, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent se poser. Et donc, nous étions en train de faire le taxi pour décoller. Ce sont les 100 jours que nous sommes en train de dire ici. Le chef de l'État a fait quand même, il y a des signaux très 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 forts. Comme l'a dit la nouvelle société civile, il y a des choses qu'on n'avait pas vécues dans ces pays et qu'on est en train de vivre. La liberté d'expression, ça c'est aujourd'hui, c'est indéniable, tout le monde s'exprime convenablement. On l'a fait sous Kabila aussi. Oui. Hein, Kabila, moi j'ai exercé mon métier en toute liberté sous Kabila, bon je ne sais pas. Mais le Congo n'avait pas de signal, hein, TNT, hein, ça il faut se le reconnaître. C'est aussi ça la liberté. Merci donc il faut nous aussi attaquer. Et aussi comme on dit au Tenga 1-0. Merci. Ok, merci madame. Vous savez aujourd'hui la situation, moi je suis jeune avocat. Les services de l'ANR ne peuvent pas détenir de cachot. C'est impossible. C'est fermé, c'est non pas? Vous avez la certitude que c'est fermé, madame. J'ai suivi même un témoignage accablant d'une dame sur Radio Okapi. Elle dit que les gens faisaient même des crises d'AVC. C'est un monde qu'il ne faut pas jamais souhaiter. Ça, c'était vraiment l'enfer.
Et la fermeture de ces cachots c'est quelque chose que tout le monde devait apprécier. Du moins pour ceux qui n'ont jamais été là, qui n'ont jamais eu de clients là-bas, ils ne connaissent pas ce que nous sommes en train de Roby Kayenga, surtout dans les réseaux sociaux, on nous reproche, nous et beaucoup des compatriotes, de trop critiquer Félix Antoine Tshisekedi. Et pourtant, lui-même a dit, je ne suis pas Dieu, critiquez-moi. Mais quand on critique le président de la République, moi je retiens toujours cette phrase, d'ailleurs, sous Kabila, vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous critiquez trop le chef de l'État. Est-ce que vous avez l'impression, lui-même, le monsieur de la société civile a dit qu'ils ont créé une cellule de surveillance. D'ailleurs, pour la lucha, il y a la fatchimétrie. Est-ce que c'est une bonne chose de suivre à la loupe ce que fait le chef de l'État, ou doit-on le laisser souffler et lui laisser un peu de temps pour dire laissez-le souffler pendant 100 jours, il travaille et puis nous faisons un bilan. Il ne faut pas tout le temps le critiquer. Il vient à peine de commencer, comme vous le dites, ce sont les douleurs de l'enfantement, laissez le temps. Pas trop de critiques. Oui, madame, la Bible dit qu'à celui qu'on a beaucoup donné, on réclamera aussi beaucoup. Félix est une émanation de la plèbe. Il est émanation du peuple. Et le peuple attend beaucoup de lui. C'est ça le défi qu'il a. Et il est tout à fait normal que Félix Tshisekedi soit critiqué. Et nous voulons des critiques participatives et constructives. Ce que nous constatons dans les réseaux sociaux et partout, ce sont des diatribes. Les gens qui nous souhaitent un échec, qui sont en train d'attendre de le voir échouer. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est diabolique. Le plus important ici, c'est que le monsieur de la société civile vous a dit qu'il est dans un environnement où il faut négocier. Je crois qu'il a dit beaucoup de choses comme il l'a dit, et c'est très capital aussi. Donc, il faut quand même que nous puissions l'aider à aller de l'avant, en lui accordant aussi un peu de temps, comme vous le dites là, un peu de temps, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tout lui demander dans les 100 jours. C'est impossible. Le mandat est de 5 ans. Et même le mandat est de 5 ans. Il le peut pour notre pays, pour la reconstruction de notre pays. 5 ans, c'est rien. C'est rien, madame. Parce que quand vous avez le 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait dans les 5 ans? Tous les projets à long terme, à court terme, vont au-delà de 5 ans. Il faut attendre... Politique fiction, Roby Kayenga. Est-ce que le chef de l'État peut se dissocier de cette coalition? Parce que beaucoup disent que c'est trop pesant, c'est vraiment une pesanteur qui le pousse à de fois commettre quelques impairs. Tout ça parce qu'il est lié à cette coalition, ou qui a eu deal ou pas, on ne sait pas trop, mais il y a cette coalition, même à l'Assemblée nationale, la majorité c'est FCC cash. Est-ce que le président, comme l'a souhaité d'ailleurs un de ses conseillers, peut-il, pour s'en sortir, dissoudre l'Assemblée nationale, faire d'autres élections et avoir enfin cette majorité qui va lui permettre d'avoir son gouvernement plus facilement? Parce que là, il est coincé. Ça fait 4 mois, c'est vrai qu'on va nous dire sous Kabila, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est toujours la phrase. Quand vous dites, on dit d'ailleurs sous Kabila, c'était la même chose. Et nous, nous ne voulons plus de ce qui s'est passé sous Kabila. Nous voulons autre chose. Nous nous sommes battus pour avoir cette alternance. Est-ce que pour vous, c'est une piste de solution, la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, je pense que jusque-là, on n'a pas encore connu le blocage au sens même juridique du terme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu... la formation du gouvernement, ce n'est pas un blocage selon vous? Est-ce que le chef de l'État vous dit qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il ne peut peut-être pas le dire, mais nous le ressentons, nous voyons, les questions se posent. Comment ça fait 4 mois qu'on n'a pas un gouvernement? Macky Sall a fait 2 semaines, il y a eu un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Madame, je vous en prie. Je vous dis aussi qu'en Belgique, on a fait 1 année sans avoir un gouvernement. Ils ont une administration forte, il ne faut pas comparer la Belgique à la RDC. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis aussi que Macky Sall a la majorité parlementaire. Et pourquoi lui n'a pas eu cette majorité? C'est bizarre. Nous avons une majorité fabriquée. Parce que nous sommes... C'est ça, mais nous sommes... Dissolvez cette assemblée créée... Moi, je voudrais qu'on se retrouve devant effectivement un blocage. Jusque-là, moi, je ne vois pas de blocage. Le chef de l'État n'a pas dit qu'ils ne l'ont pas le Premier ministre parce qu'il y a un problème. Il ne l'a pas dit. Et moi, je lui donne encore toute la présomption d'innocence à ce niveau-là. Le jour où il nous dira que voilà, il y a un problème qui se pose, nous aviserons d'autres. Il y a des noms qui ont circulé. Il a dit Niet, on a cité, il y a, je ne sais pas le nom, mon Dieu, Albert Yuma, il a dit non. On cite d'autres noms, Yav, il dit non. Donc il y a un blocage, même si le chef ne le dit pas officiellement, peut-être son porte-parole va le dire. Mais il y a un problème, il y a un couac. Pourquoi vous... Non, madame, ça c'est pas un blocage. De l'autruche comme ça. Ça c'est pas un blocage. Lorsqu'on me présente quelqu'un que je dois nommer comme Premier ministre, parce qu'on a la majorité, j'ai dit non, ce profil, moi je ne le veux pas, je veux quelqu'un de tel profil, parce que je dois réussir mon mandat. Et ça c'est un blocage. C'est juste en train de rechercher l'oiseau rare. C'est un processus. J'ai juste l'oiseau rare pour arriver
à atteindre nos objectifs. Qui prendra combien de temps là? Est-ce que c'est ça la question que je vous pose, Roby Kayenga. Vous êtes une intelligence. Est-ce que ça manque dans ce pays, cette perle rare, cet oiseau rare pour être Premier ministre? Non. La question que l'on se pose. C'est ça le problème. Nous attendons qu'on... Et peut-être qu'il a... Il viendra d'où ce oiseau? On ne va pas le ressusciter, on ne va pas le créer. Peut-être qu'aujourd'hui, on nommera le Premier ministre. Peut-être que cette nuit. Qui sait si ça va arriver? Parce que aussi la nomination, le nom peut être là, mais la nomination relève du pouvoir de discrétion des chefs de l'État. Je reviens sur la décision de l'Assemblée nationale. Je vous en prie. La Constitution prévoit un délai. Même si aujourd'hui les chefs de l'État voudraient dissoudre, il ne le fera pas parce que il faut une année. Il faut une année. Donc il faut respecter les règles de l'art. Mais ce que moi je voudrais, c'est que le FCC et le cache, que nous ne puissions pas arriver à cette extrémité des choses. Le peuple nous a beaucoup souffert. Madame, si nous voyons la misère du peuple, il n'y aura pas de blocage. Si les gens n'abandonnent pas leurs égos et voient la misère du peuple, le peuple souffre, madame. Il y a des problèmes très sérieux dans notre pays et que les politiciens doivent abandonner leurs égos et privilégier l'intérêt suprême. Moi, je n'oublie pas, hein, vous avez proposé, j'étais suivi dès le début, que les alliés de l'UDPS aient la primature. Pourquoi? Cette perle rare se trouve chez vous? Oui, madame, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous avons estimé que le FCC a tout raflé. Il a tout raflé sur 26 provinces, il a presque toutes les provinces. Et ils ont le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a encore les entreprises, il y a encore les ambassades. Alors nous avons estimé que, parce que nous sommes les premiers venus à la première heure avec l'UDPS. Nous sommes parmi les premières personnes qui ont cru au combat. Nous avons cru que Félix pouvait être l'homme de la situation et nous l'avons soutenu. Et donc, nous estimons aussi qu'en rétribution... C'est ça le problème avec la RDC. La République des récompenses. Non, c'est pas la récompense. Ah non, c'est ça aussi là, le problème, Madame, la République des récompenses. Si vous combattez ou si vous croyez à un idéal, doit-on toujours vous récompenser par un poste? C'est là où ça bloque. Tout le monde s'est dit, les gens qui se battent à l'UDPS aujourd'hui, parce qu'ils se sentent... Vous avez suivi le professeur, il dit, les autres qui bouffent déjà, il a employé ce mot, il y en a qui bouffent, il y en a qui disent, Sabango, Bazela, tout ça. La République des récompenses. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de ça? Mais madame, pourquoi nous faisons la politique? C'est pour être récompensé. Pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et nous arrivons à une phase où nous avons conquis le pouvoir et nous devons l'exercer. Vous dites maintenant à nous de ne plus avoir un poste. Pourquoi? Et qui doivent maintenant concourir à ces postes-là? Ils sont plus meilleurs que nous qui avons combattu ce combat? Non, ça va de soi, madame. Ne faisons pas la question de l'UDPS une question d'État. Mais ça devient comme ça. Le parti reste des faits privés, madame. Ce qui se passe au niveau de l'UDPS, c'est un problème, un combat de leadership du parti. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo ou une question d'État, non. Ça va se régler parce que nous en avons déjà vécu. À l'époque de Massamba, à l'époque de Mavungu, on a vécu ce genre de choses. La tendance Moubake, la tendance Mavungu, ça existe toujours, même du vivant du Sphinx. Ces tendances-là ont existé. Mais il faut un leadership qui puisse concilier les gens et mettre tout le monde d'accord. C'est ce qui est le plus important. Mais ne faisons pas de querelles intestines de l'UDPS des questions d'État. Ça, non, il ne faut pas le faire. Mais quand, par exemple, permettez, Freddy, donnez-moi une minute, quand le chef de l'État, par exemple, reçoit les membres de l'UDPS, est-ce que ça ne donne pas une mauvaise image? Non. Non, madame. On a vu les photos, hein, quand même, le chef de l'État a reçu... Depuis que le chef de l'État est là, il reçoit tout le monde. Il y a eu un problème. Vous parlez du cas de Fils Moukoko. Exactement. Il a exprimé un désarroi. Il a été menacé, tabassé. On a vu les images. Et le chef de l'État, qui est aussi un membre de l'UDPS, ça il faut le reconnaître. Et donc, il a estimé qu'il pouvait rencontrer ce compatriote, l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, ce n'est pas mauvais, madame. Est-ce que c'est un problème? D'abord, Moukoko est d'abord un Congolais, c'est d'abord un Congolais qui mérite l'attention du chef de l'État. Et le chef de l'État en a reçu autant. Depuis qu'il est là, il reçoit tout le monde. Et lui, d'ailleurs, je me rends compte que c'est tout le monde, à chaque instant, qu'il reçoit les gens là-bas. Donc, ce n'est pas un problème. Fils Moukoko est un fils de ce pays, comme il le dit le même fils de ce pays. Et que s'il a été menacé et qu'il y a eu des problèmes au sein de l'UDPS, le chef de l'État l'a approché pour l'écouter. Ce n'est pas un problème. Tout. Nous allons prendre le sit-in de la Loucha, hein, mesdames et messieurs. Nous avons vu les images assez fortes de Kavugo qui a été...
C'était vraiment la photo du jour dans les réseaux sociaux, cette dame qui a été emprisonnée, on se rappelle, qui a passé beaucoup de mois en prison, mais qui n'a pas arrêté la lutte. Elle a été sauvagement agressée, on a vu les images, elle s'est même évanouie. La lucha qui se bat toujours pour cette histoire de prix des télécoms, et beaucoup de gens disent, d'ailleurs c'est la question que je poserai à Roby, est-ce qu'on doit faire ça par rapport aux sociétés privées et tout ça? Donc il y a beaucoup de choses qui se disent. Et l'interview de Katumbi qui, vous le savez, revient d'ici là, et d'ailleurs beaucoup prédisent la fin de la Mouka déjà. S'il vous plaît. Heureusement, aujourd'hui, la justice peut dire le droit parce qu'il n'y a plus d'interférence de la politique dans notre justice. Je ne suis pas le seul. Je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient de mascarade, comme l'avait dit la Cinco. Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses. J'ai quitté le pays, c'est vrai, il y a 3 ans. C'était le 20 mai quand j'avais quitté le pays. C'est pourquoi, en ce moment même, j'ai beaucoup réfléchi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi. Pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela que je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Affiche en main, scandant des chants hostiles à la société de télécommunications RTL, ces militants protestent contre cette entreprise. Objectif poursuivi, décrier de nouveau la surfacturation et la mauvaise qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile dans le pays. Selon notre source, une dizaine de militants ont parcouru 3 km à pied le boulevard Niamouissi, partant du rond-point Katoto au quartier Ma Campagne, afin de chuter au siège local d'RTL. Arrivés sur place, les activistes du mouvement citoyen Lucha de Béni ont déposé un mémorandum à la société de télécommunications RTL. Actuellement, il y a certaines avancées par rapport à leur mode d'opération qu'ils essayent d'améliorer quand même leur connexion, a indiqué un des protestateurs. Ce dernier explique que cette marche vise à demander la baisse du prix de leurs services et éviter la surfacturation. À noter que pendant ce temps à Goma, chef-lieu de la province, au moins 11 militants de la Lucha en sit-in devant le siège est d'RTL ont été blessés lors d'une intervention de la police nationale congolaise. Ces militants souhaitent voir cette situation être améliorée. Roby Kaenga, nous avons vu les images du dernier sitting de la Lucha à l'Est de la République. Vous êtes juriste. Un internaute m'a dit de vous poser encore cette question. Ce sont des sociétés privées. Est-ce qu'elles doivent se justifier devant la Lucha? Non. Oui, les sociétés privées sont là pour maximiser leurs gains. C'est ça qu'on dit de la politique, c'est pour avoir le pouvoir. Ils sont là, c'est pour se faire de bénéfices, non? Donc, non, madame, le comportement de la Lucha envers les sociétés privées ne s'explique pas. Ah bon? Ça ne s'explique pas. Lorsqu'il s'agit d'une société privée, c'est comme vos chaînes de télévision. Si j'estime que Congo ne me donne pas un programme alléchant, je trouve une autre télévision que je vais suivre. Mais je n'ai pas à venir faire les sit-ins ici pour exiger de Congo Web de me donner un programme qui va me satisfaire moi. Et ils sont dans la concurrence. RTL sait qu'elle est dans la concurrence. Ils doivent donner le meilleur service qui puisse exister. Si vous estimez que RTL n'offre pas un service qu'il faut, vous ne pouvez que aller chez Vodacom ou chez une autre entreprise que d'aller faire des sit-ins. Et d'ailleurs, madame, moi, les images que j'ai vues, vous ne les avez pas balancées. Ils sont entrés jusqu'à l'intérieur.
de la société privée. Et là, c'est une violation de droit aussi. Et c'est une violation de domicile. Ils n'ont pas le droit. Ils étaient à l'extérieur ou ils sont entrés? Ils sont entrés jusqu'à l'intérieur. Et la liberté d'expression s'exerce dans la voie publique. Ce n'est pas dans la parcelle des autres. Donc lorsque vous accédez dans la parcelle des autres, et vous savez, madame, RTL a des Congolais qui travaillent là-bas. Ils sont de famille et de famille aussi. Comparaison n'étant pas raison. Roby, c'est vrai, comparaison, c'est une société privée. Mais quand je prends par exemple l'exemple, excusez-moi, je prends l'exemple de Google, par exemple. Les Européens se battent parce qu'ils disent que Google en fait trop. Il y a 4 sociétés, Google, Amazon, Facebook et tout ça. Il y a trop de ils ne payent pas les taxes, il y a trop d'argent. Et le gouvernement européen et certains pays européens veulent réguler cela. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ce sont des sociétés privées, Roby, qu'on doit les laisser faire n'importe quoi? Parce qu'ils parlent que ça coûte cher, ils nous donnent un service de piètre qualité, mais notre État, notre gouvernement, qu'on n'a pas encore, n'agit pas, et on doit se laisser faire parce que c'est une société privée. Ce que la Lucha devait faire, c'était de taper sur la tête de notre gouvernement, pour exiger de ce gouvernement de nous expliquer comment RTL taxe plus cher que les autres. C'était ça. Parce que le temps qu'on perçoit des taxes, RTL paye l'impôt. RTL est en ordre de paiement. Mais leur comportement ne se justifie pas. On connaît comment fonctionne ce gouvernement congolais aussi. Hein? Les réalités congolaises sont là, Roby Kaingo. On sait que, bon, peut-être que la Lucha se dit, j'ai posé la question, ils ont introduit beaucoup de mémos au gouvernement, ils ont écrit au gouvernement. Le gouvernement congolais est amorphe dans certaines circonstances. Alors, vous voulez faire une thérapeutique de choc, peut-être que ça va faire réagir, ça va faire bouger les choses. Ils ne doivent pas aller violer le droit de la société privée. C'est une personne morale. Vous ne pouvez pas aller violer vos droits. Parce que ils ont la liberté aussi de choisir un autre réseau. Lorsque vous allez devant une entreprise, une société privée comme RTL, qui est en concurrence, il dit RTL mon escroc, par exemple. Alors qu'il y a des gens, à 10 heures, il y a des gens qui sont venus dans cette même entreprise pour divers travaux. Et la clientèle, elle va fuir. Et les Congolais qui travaillent là-bas, et les Congolais qui nourrissent leur famille là-bas, ils vont aller où? Je crois que la Lucha en fait un peu trop dans son combat. Et il ne devait pas... C'est aujourd'hui que vous êtes au pouvoir que vous dénigrez ce qu'a fait la Lucha à l'époque. À l'époque, tout le monde encensait la Lucha. Comment aujourd'hui, les membres de l'UDP, ceux qui encensé la Lucha à l'époque, quand ils combattaient ensemble, aujourd'hui, pensent que la Lucha en fait trop. Aujourd'hui, Roby Kayenga, c'est incroyable que vous dites que la Lucha en fait trop. Nous parlons d'un cas spécifique. La Lucha est allée dans une société privée, aller manifester pour les taxes, pour les services de cette société-là. Jusqu'à accéder avec de vous-vous-êtes en train de crier dans une société privée. Et ça, c'est le droit. Ça, c'est exagéré, ça, c'est aller au-delà. Parce qu'on ne peut pas manifester dans la parcelle d'autrui. Ça, c'est une violation de domicile. Et si RTL pouvait déposer plainte, je ne suis pas pour la bastonnade qui a eu lieu. La répression n'a pas été correcte. C'était disproportionné. La répression, nous la condamnons. Parce que la Lucha a dit que RTL a payé les policiers pour les tabasser. Je pense que la Lucha déposera plainte. RTL aussi, selon vous? Pour violation de domicile. Moi, si j'avais créé un conseil à donner à RTL, c'est d'aller en justice contre la Lucha. Parce que là, ils ont dépassé les limites. Ce que nous disons, c'est pas parce que quelqu'un a mené un combat dans le temps passé et qu'aujourd'hui il dérape qu'on doit le laisser dire non parce qu'il avait mené un bon combat dans le temps passé, on doit le pardonner. Et non, écoutez, là, il sacrifie la vie d'une société. Et nous savons comment ça se passe. Et il y a des Congolais qui peuvent aujourd'hui quitter RTL. Et pour ne pas... Et les concurrents se frottent les mains. Vodacom dit, voilà, quand ça brûle là-bas, venez chez moi, moi je vous offre. Et là, RTL est en train de perdre la clientèle. Et demain après-demain, Nestlé est parti, Ensemble FR a fermé, RTL va fermer. Et on veut que les Congolais puissent avoir du travail. Le travail ne viendra pas seulement de l'État. Et les sociétés privées aussi doivent aussi permettre à ce qu'on donne le travail. En offrant un service de qualité. Si la Lucha estime que RTL ne fait pas du bon travail, tapez sur votre gouvernement. Allez faire le bruit là au ministère. De péter un ticket. Alors, allez-y faire le bruit là-bas. L'interview de Katumbi, vous l'avez suivi, et beaucoup disent que Katumbi a signé la fin de la Mouka. Question directe. Bon, madame, moi je n'ai jamais cru. Hein. C'est la Mouka, donc même ni moins à sa vie politique.
Et déjà, même quand vous voyez le discours du MLC, il n'y a que peut-être Martin Fayoulou qui est le plus grand bénéficiaire de la Mouka, qui ne veut pas quitter la Mouka, parce qu'il estime que la Mouka l'a amené au frontispice de sa carrière politique, et donc il doit continuer et garder sa popularité. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que c'est un animal politique. Lorsqu'il y a des dividendes politiques qui lui sont favorables, il n'a qu'à en tirer profit. Mais aujourd'hui, le combat de la Mouka ne se justifie pas. La Mouka devait se comporter comme ce qu'il avait fait quand Mouzé est arrivé. Il dit, je ne combats pas mon frère, mais il va le voir et lui dit, écoute, paye la facture de ces gens-là qui rentrent et continuent. Mais au lieu que Mouzé l'écoute, Mouzé lui l'avait relégué. Martin Fayoulou et la Mouka devaient venir voir leur frère de l'opposition, qui est maintenant président de la République, pour dire, écoutez, notre frère, est-ce qu'il y a un deal, comme on l'entend? Est-ce que vous avez des accords particuliers? Voilà, nous vous proposons ça pour contourner tout ce qu'il est en train de faire comme blocage pour l'intérêt du peuple. Ce qui devait être fait. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui le concerne. Maintenant, c'est la vérité des urnes, un combat qu'il est en train de mener, perdu d'avance, et qui ne pourra pas arriver à de bons résultats. Nous allons terminer par la presse. Hein, comme je l'ai dit, on parle souvent des autres et on oublie souvent de parler de nous. Nous allons parler de la plainte de notre confrère John Lungila et des 15 radios fermées à Kananga. Ça s'apparente à un règlement de compte comme preuve de ce que le responsable de radio considère comme une intervention des Kabouya dans la fermeture de leurs médias. Ils ont constaté que la DGRAD a refusé d'encaisser les cautions présentées au motif que le nouveau gouverneur a menacé d'une action disciplinaire le directeur provincial si jamais il laisse fonctionner les radios qui n'ont pas battu sa campagne au moment où il était candidat gouverneur. Ils se disent prêts à s'acquitter de leurs obligations fiscales et demandent à la DGRAD de prouver que toutes ces radios de la province sont en ordre. Les cautions proposées par le responsable ont été carrément refusées. Les responsables de ces radios demandent au gouverneur Martin Kabouya de s'abstenir de tout comportement susceptible de troubler l'ordre public et la paix sociale. Pourtant, à entendre Bruno Tsatsa, directeur provincial de la DGRAD, il est faux de vouloir discréditer le nouveau gouverneur. Tout ce qu'on raconte contre le gouverneur Kabouya, que celui qui m'a donné ordre, c'est très faux. On s'est dit on doit mettre de l'ordre dans ce secteur. Et c'est depuis le gouverneur Kandre que nous avons commencé à mettre de l'ordre dans ce secteur. Et nous continuons. Donc ce sont des gens qui sont en train de faire tout pour discréditer le nouveau gouverneur qui vient, qui ne m'a donné aucun ordre et qui ne connaît même pas cette mission. Il y a de grosses sommes attendues là-bas. Il y a des gens qui n'ont jamais payé. Il y a des gens qui n'ont aucun document. Quand vous allez là-bas, il n'a aucun document. Nous devons déboulonner ce système. Ces patrons de médias de Kananga exigent la réouverture sans délai de leurs organes de presse. Dans le cas contraire, que la DGRAD produise à sa hiérarchie avec copie à l'Assemblée provinciale le preuve de paiement de radios non scellées sur toute l'étendue du Kasaï central. Notons que ces radios de Kananga ne mettent pas, depuis 3 mai dernier, la DGRAD qui les a scellés leur réclame de concert avec l'ARPTC plusieurs millions de redevances. Nous sommes venus assister notre client John Lungila qui a été agressé par un groupe commandité par M. Sele Yemba, le conseiller du chef de l'État. Et nous sommes venus ici au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe où notre client a déposé sa plainte. Il est venu confirmer sa plainte aujourd'hui. Ce sont des actes que nous condamnons et ce sont ces actes-là qui ne peuvent pas rester impunis. D'ailleurs, même le chef de l'État lui-même, qui a récemment communié avec les journalistes, a promis d'être les défenseurs, les premiers défenseurs même de la liberté de la presse. Donc, si jamais un journaliste a émis un point de vue qui ne rencontre pas votre sentiment, nous sommes dans un état de droit. Il y a ce qu'on appelle le droit des réponses. Nous ne pouvons pas aujourd'hui amener la culture des biceps en politique. Et voilà pourquoi nous disons que ce genre de comportement doit être sévèrement puni et que la justice doit faire son travail. D'ailleurs, plus le même, il faudrait que le président de la République prenne cette affaire afin qu'il puisse même suspendre M. Selemba en attendant que la justice puisse se prononcer quant à ce. C'est bon.
Roby Kayenga, aujourd'hui au Kassai central, on a pris le raccourci. Hein, c'est les dettes, c'est la fiscalité et tout ça. Mais ce n'est pas une façon pour le nouveau gouverneur, Martin Kabouya, de museler cette presse, parce qu'on a dit qu'il a fermé les presses qui n'ont pas battu campagne pour lui. Hein, donc, la fiscalité n'est qu'un prétexte pour... Bon, madame, un gouverneur, les médias ne battent pas campagne pour lui. Et un gouverneur est élu par les députés provinciaux, ce sont là les électeurs. Les électeurs sont ciblés. Ce n'est pas au travers les médias, ce n'est pas la population qui devait le... D'ailleurs, lui-même, il a été élu député national. Donc c'est le peuple qui l'a voté, donc il n'a pas besoin que le média puisse l'aider à devenir gouverneur. Mais le plus important, ce que le directeur de la DGDA vient de dire, depuis un certain moment, beaucoup de médias ne payent pas les taxes aussi, les redevances de l'État. Alors qu'on a besoin de moyens pour reconstruire la province. C'est avec ces moyens qui peuvent le permettre de reconstruire la province et de soulager le peuple. Parce que moi, au mois de février, j'étais à Canaan. Il n'y a pas de route. C'est une ville pratiquement morte. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est vrai, pour la presse, on ne peut pas un peu défiscaliser, je ne sais pas si le terme existe, un tout petit peu, ou rendre un peu plus abordable le fisc par rapport à la presse, parce que c'est très dur. Hein? Les gens disent que non, vraiment essayer de... Que les gens de la presse se battent pour l'allègement fiscal, c'est tout à fait normal, mais pas défiscaliser, parce que vous faites entrer aussi beaucoup d'argent avec les publicités, avec beaucoup de choses. Ça n'est que l'image. L'administration fiscale, là où l'argent entre, il doit aussi prélever quelque chose. Donc c'est tout à fait normal. Nous avons suivi notre confrère John Ngila qui est allé déposer sa plainte. Et aujourd'hui, Roby Kayenga, beaucoup de journalistes se sentent menacés par... En tout cas, ils se sentent menacés. Beaucoup de journalistes aujourd'hui ont peur de descendre sur le terrain. Ils se disent, bon, c'est vrai que pendant la campagne électorale, c'était une période assez tendue, c'était une période assez passionnée et beaucoup de journalistes ont montré les uns et les autres leurs tendances. C'est tout à fait normal. Et moi, je le dis souvent, la RDC n'a pas inventé la roue, même à l'extérieur du pays. Il y a eu de journaux, même aux États-Unis, il y a des journaux de droite, de gauche, et tout ça. Mais le fait aujourd'hui de tabasser les journalistes. Bon, est-ce que John Ngila a été tabassé dans le cadre de l'exercice de son métier? Parce qu'il faut qu'on différencie. Et j'ai vu dans ce qu'il a publié, c'était un rendez-vous de son collègue qui l'a appelé. Ils sont allés se retrouver. Ce n'était pas dans le cadre de... Il faut quand même, madame, qu'on arrive à dissocier les choses. Il a été invité par son ami. Et il est allé là-bas, il y a eu des choses qui se sont déroulées, on l'a tabassé, chose que je n'encourage pas, et il a déjà déposé la plainte. Mais est-ce que c'est dans l'exercice de sa profession? Le journaliste n'a pas d'heure, hein? Il n'a pas d'heure. On peut faire un reportage à tout moment, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Il était en train de faire le reportage? Qu'on le dise. Donc si quelqu'un est dans les divers, madame, vous pouvez aller à Bandal, vous prenez votre sucré, et puis à un moment donné, il y a des échauffourées, on vous tabasse, vous dites non, on a tabassé un journaliste. Il faut quand même qu'on arrive... Mais si vous, on vous tabasse, on dirait on a tabassé maître Roby Kayenga. Oui, mais ce n'est pas le problème de la presse maintenant. Ce n'est pas le problème du barreau. Si je suis allé dans mais le barreau peut en prendre. Oui, il peut vous soutenir, pas solidarité. Mais il ne faut pas dire qu'on est en train de museler la presse. Parce qu'on a tabassé un journaliste qui était dans ses affaires privées. Non. Donc, il faut faire la différence. Je n'encourage pas ce genre de pratique. Encore que je salue ce qu'il a fait. Parce que c'est ça l'état des droits. Et vous savez, M. Sélé Yamba est conseiller chef de l'État. Lorsque nous sommes dans un État où aujourd'hui on peut déposer plainte contre le conseiller chef de l'État, il faut déjà saluer ça. Et donc, et là, en ce moment-là, on connaîtra la vérité. Moi, en tant qu'avocat, lorsque l'affaire est déjà au parquet, je ne préfère pas trop commenter. Et en attendant que l'issue de l'audience, des instructions, nous donne... notre père de Manche, est-ce qu'il y a aujourd'hui des militants journalistes, des journalistes militants? Comment vous jugez aujourd'hui la presse congolaise? C'est une pratique très capitale. C'est une pratique qu'il faut abandonner. Aujourd'hui, madame, vous avez des gens comme le David Pugidas en France. Des gens comme David Pugidas en France. Est-ce qu'on peut l'identifier par rapport à quelle tendance? Il faut quand même qu'on arrive à faire la différence. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Nous vous suivons. Nous savons que quand Mme Paulette passe les dimanches, nous devons aussi pour avoir des informations. Mais lorsque Mme Paulette commence à museler le leader de mon parti, par exemple, et demain je la vois venir lors de nos manifestations pour prendre les images. Moi, en tant qu'intellectuel, je veux comprendre, mais on ne saura pas gérer tout le monde et la masse. Il faut que les journalistes arrivent à faire un effort. Est-ce qu'ils sont militants de parti?
Est-ce qu'ils sont journalistes? Il y a aujourd'hui des militants... des journalistes engagés. Peut-être militants, mais il y a aujourd'hui des journalistes engagés, il y a des journalistes patriotes et tout ça. Ben, c'est vrai qu'à Congo Web Télévision, la porte est ouverte. Moi, je reçois toutes les tendances. Dans Info7, en tout cas, je ne muselle pas. Je suis parmi les journalistes qui n'ont jamais mis un holà envers un invité. Je reçois tout le monde parce que chacun a droit à s'exprimer. Mais aujourd'hui, j'y reviens encore. Est-ce que le journaliste congolais fait bien son travail? Est-ce qu'il participe aujourd'hui à l'éclosion de la liberté et tout ça pour le développement de la RDC? Madame, il y a quand même des journalistes. Je commence d'abord par vous-même. Et d'ailleurs, le 13 mai, c'est votre anniversaire. Merci. Je voudrais quand même en profiter. Vous savez, plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes comme du vieux vin. Vous ne faites que bonifier. Vous devenez de plus en plus jeune, alors que vous prenez de l'âge. 48 ans. Je me demande quel est votre secret. Il y a des journalistes qui font du bon travail, qui font du bon travail appréciable. Mais nous devons abandonner. Moi, je te dis, le plus grand problème, c'est la pauvreté des journalistes. Est-ce que est-ce que les partis doivent avoir leur journaliste permanent? Comme votre parti, attendez, le nom, c'est Autre Vision du Congo. Est-ce que vous devez avoir vos journalistes qui ne travaillent que pour vous, qui portent votre vision? Non, je pense qu'on doit avoir notre attaché de presse. C'est différent des journalistes. Vous connaissez mieux la différence que moi. Mais moi, je pense qu'au niveau, nous ne pouvons pas privatiser les journalistes. C'est tout des organes de presse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons avoir notre attaché de presse qui doit nous guider en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne les activités de notre parti, comment on doit procéder avec les médias. Mais avoir nos propres journalistes privés, vous prendre vous, il faudrait vous coûter très cher. Donc, combien on va vous payer? Et donc, il ne faut pas s'hasarder sur cette pente-là. Et puis, ce n'est pas aussi bien, ce n'est pas démocratique. Un journaliste doit... Il concourt à la démocratie et je pense qu'il doit laisser tout le monde venir vers lui et s'exprimer librement. Merci Maître Roby Kayenga d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Il est porte-parole de son parti Autre Vision du Congo. Cette fois-ci, il faut laisser vraiment les porte-paroles faire leur travail. Je n'ai même pas posé la question en quoi le job description de porte-parole, peut-être prochainement. Ça m'est passé comme ça, mais je portais parce que il y a qui doit communiquer, qui ne doit pas communiquer, surtout pour donner le point de vue du parti. Vous avez senti la verve, ça c'est un avocat qui part, entre journaliste et avocat, il n'y a qu'une marge, nous parlons trop. Donc merci à Freddy Kipimo, merci à Rassis, en tout cas à la régie finale, et on se retrouve avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.